Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici un exercice d'électrochimie et précisément il s'intéresse aux courbes intensité potentielle. Donc nous avons ici deux courbes intensité potentielle, une courbe de réduction et une courbe d'oxydation. Donc la courbe d'oxydation correspond à la partie positive et la courbe de réduction à la partie négative. Bien, il s'agit du système MnO4- Mn2+. Donc, on va étudier ce système-là, savoir est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est lent, et puis on va voir l'effet du solvant sur les courbes intensité potentielle. Bien, donc on se fixe ici un pH égal à 4, donc le pH de la solution vaut 4, et les espèces Mn2+, MnO4- ont la même concentration. Donc ici, nous avons la même concentration. Bien, donc on va voir comment on trace ces courbes intensité potentielle à l'aide d'un montage à 3 électrodes. Bien, on va commencer les questions et petit à petit, vous allez comprendre comment on traite ces courbes intensité potentielle. Je vous laisse le fichier PDF en description et donc vous pouvez me suivre point par point. Bien, on commence d'abord par la première question. Donnez le montage à 3 électrodes permettant de tracer les courbes intensité potentielle pour ce couple-là, c'est-à-dire pour ce système au milieu acide. Bien, pour donner les courbes intensité potentielle, j'ai déjà tracé le montage, donc ce montage-là que vous devez maîtriser. Donc il s'agit d'un récipient dans lequel on met la solution qui contient les ions Mn2+ et MnO4-. On acidifie la solution par l'acide sulfurique H2SO4. Cette solution-là va servir bien plutôt que d'utiliser l'acide chlorhydrique ou l'acide nitrique, vu que les ions NO3- de l'acide nitrique et les ions Cl- de l'acide chlorhydrique peuvent intervenir dans les réactions d'oxydoréduction. Donc ici, on fait la description des électrodes que nous avons ici. Nous avons une électrode de travail. Cette électrode-là, c'est l'électrode de travail. C'est l'électrode qui nous intéresse. Donc si une réaction d'oxydation se fait au niveau de cette électrode, la réaction de réduction se fait sur une autre électrode et inversement. Bien. Alors, pourquoi on utilise ici 3 électrodes? Parce qu'en fait, une électrode va servir d'électrode auxiliaire, c'est-à-dire elle va nous permettre de fermer le circuit, vu que l'oxydation se fait sur une électrode et la réduction doit se faire sur l'autre électrode. Ça, c'est l'électrode de référence, donc c'est une électrode dont le potentiel doit rester fixe. Et donc, il ne doit en aucun cas intervenir dans les réactions d'oxydoréduction. Ici, on place un voltmètre pour mesurer la différence de potentiel. Donc, si on connaît cette différence de potentiel et le potentiel d'électrode, donc si je connais cette valeur-là U et je connais EREF, donc je peux déduire le potentiel de l'électrode de travail et la mesure du courant par l'ampèremètre va me permettre de tracer I en fonction de E, c'est-à-dire du potentiel de cette électrode. Ici, nous avons un générateur qui impose une certaine tension à cette électrode-là et par suite impose un courant électrique. Bien, donc ça c'est un montage à 3 électrodes que vous devez comprendre par cœur. On passe à la question numéro 2. Dans la question 2, vous pouvez me suivre sur le fichier. Identifier les réactions électrochimiques responsables des 2 vagues observées et les indiquer sur la courbe. Le système MnO4- Mn2+ sur électrode de platine est-il rapide ou lent? Voilà. Moi, je vais travailler sur ce graphe-là. Donc, si je décompose ce graphe-là en 2 parties, une partie positive, c'est la partie d'oxydation, et une partie négative, c'est la partie de réduction. Bien, sur la partie d'oxydation, qu'est-ce qui va s'oxyder?
il s'oxyde le réducteur. Donc le réducteur pour nous, c'est Mn de plus. Il va s'oxyder en Mn au 4 moins. Et la courbe de réduction, donc ce qui va subir la réduction, c'est un oxydant. Et quel est l'oxydant? C'est Mn au 4 moins. Il va se réduire en Mn de plus. Voilà ce qu'on nous demande de préciser ici. Donc ce sont les deux réactions qui sont responsables de ce palier. Alors, pourquoi on a un palier? Parce qu'en fait, Mn de plus, lorsqu'il migre vers l'électrode pour subir l'oxydation, petit à petit, il y a encombrement et donc il y a une limitation au courant. Et donc le courant va poursuivre le graphe sans varier. Et donc on obtient un palier horizontal. Même chose ici, nous avons des ions Mn au 4- qui se trouvent en solution. Donc du fait que on a migration et déplacement des ions en solution, donc à un certain moment, il se produit une saturation concernant le débit des charges électriques, c'est-à-dire que le courant va rester constant. Donc en poursuivant la diminution du potentiel E, on constate que le courant de réduction reste constant. Et donc ce courant-là s'appelle courant de diffusion. Donc ici, on parle de courant de diffusion cathodique. Et ici, c'est le courant de diffusion anodique. Voilà. Donc, il y a limitation du courant par le phénomène de diffusion. Donc, c'est ce qui répond à la question. On passe maintenant à la question 3. Déterminer le potentiel de Nernst du couple Mn au 4- Mn de plus. On donne pour ce couple E01 égale 1,51 volts. Bien, maintenant pour déterminer le potentiel en utilisant la relation de Nernst, il faut d'abord écrire la demi-équation électronique relative au couple Mn au 4- Mn de plus. Donc j'écris la demi-équation électronique, donc Mn au 4- se transforme en Mn de plus, comme ça. On équilibre l'oxygène par ajout de H2O, vu que nous sommes au milieu acide. Donc j'ajoute 4 molécules d'eau. Et il apparaît ici l'hydrogène. Donc 4 atomes d'hydrogène apparaissent. Et donc on équilibre l'hydrogène par ajout de H+. Et donc j'ajoute 8 H+. Et bien sûr la charge électrique, j'ajoute ici 5 électrons. Ce qui va donner 5 moins avec le moins, c'est 6 moins. Avec 8 plus, ça va donner 2 plus. Ce qui est équilibré. Voilà. Et maintenant, que donne la formule de Nernst? E1 égale à E01 plus 0,06 ou 0,059 selon la valeur fournie. Donc ici, on travaille avec 0,06 divisé par n. N ici, c'est le nombre d'électrons. Donc c'est 5 log décimal de la concentration de l'oxydant, c'est-à-dire l'activité de l'oxydant Mn au 4-, comme ça, à la puissance 1, fois l'activité de H+, à la puissance 8, le tout divisé par le réducteur, c'est-à-dire Mn au 4, Mn de plus. Comme ça. Maintenant, on nous dit dans l'énoncé que les deux espèces ont la même concentration. Et donc, je vais faire baisser ce 8-là, cet exposant ici. Et donc, j'obtiens log de H+. Or, log de H+, c'est moins pH. Et donc, je vais obtenir E01, comme ça, moins 0,06, multiplié par 8, pH, comme ça, le tout divisé par 5. Et numériquement, donc E1 égale à quoi? Égale à 1,51 moins 0,06 multiplié par 8 multiplié par 4, le tout divisé par 5. Bien, ici, vous pouvez faire le calcul. Donc 8 fois 6, c'est 48. 48 divisé par 5. Ça va donner 9,5. 9,5 multiplié par 4,
ça va donner 36, et 2, ça va donner 37. Donc c'est 1,51, comme ça, moins 0,300, comme ça, 37, ici un 6, donc vers la fin. Bien, si je fais ici l'application numérique, donc je fais la différence, et je vais obtenir au final 1,13, comme ça, ou 14. Donc 10 moins ça fait 14. Donc 1,14 volts. Voilà. Donc ça c'est E1. Donc c'est le potentiel de noces pour le couple Mn en 4 mois, Mn de plus. Ok. Petit 3. Donc ça c'est le petit 3. Donc c'est le petit 3. Alors, petit 3. Le petit 2, je l'ai déjà fait sur la fiche. Petit 4. Petit 4, on nous demande de déterminer les surpotentiels anodiques et cathodiques, c'est-à-dire les surtensions. On les appelle aussi surpotentiels. Alors, je sais que E anodique égale à quoi? Égale à E équilibre, c'est-à-dire E1, plus état anodique. Et E cathodique égale à E1 plus état cathodique. Et il suffit de faire la différence. Alors, EA et EC sont tirés à partir de la courbe. Donc, je vais ici voir la courbe. Donc, je prends ici la courbe. Alors, à partir de quelle valeur le courant devient à peu près non nul? C'est ici. Donc, si c'est ce point-là, alors, donc chaque graduation ici représente 0,1 volt. Donc, 1, 2, 3. Donc, 1,3. C'est-à-dire que le E équilibre, c'est-à-dire E anodique, c'est ça. Donc c'est ici E anodique, c'est 1,3. Et E cathodique, c'est ça. Donc c'est E cathodique. Alors, E anodique, c'est 1,3 et E cathodique, c'est 0,9. Donc c'est 0,9. Voilà. Donc je peux écrire que ça c'est 1,3 et ça c'est 1,9. Et je peux déduire maintenant état anodique et état cathodique vu que je connais la valeur de E1 qui est calculée précédemment. Bien. En réalité, le courant ne demeure pas constant pour les valeurs de potentiel très élevées ou très faibles, mais augmente en valeur absolue brutalement en raison des réactions de l'eau. Rappelez les couples de l'eau. 5. Donc, rappelez les couples de l'eau, vous pouvez suivre sur la fiche, et leur potentiel standard. Alors, les couples de l'eau, on les connaît, sont deux. Il y a H plus H2 gaz, et il y a aussi O2 gaz, H2O. Ces deux couples doivent être appris par cœur. Donc, je connais écrire la demi-équation électronique, etc. Et bien sûr, je peux exprimer la formule de Nernst pour ces deux couples qui sont les couples de l'eau. Bien, il faut écrire la demi-équation électronique comme ça. Plus 2 électrons donne H2 gaz. Et pour celui-là, donc O2 gaz qui se transforme en H2O. Comme ça, j'équilibre l'oxygène en ajoutant de l'eau, donc comme ça, et j'équilibre l'hydrogène par ajout de H+, donc 4H+. Et ensuite la charge électrique, donc j'ajoute 4 électrons. Voilà. Et voilà, donc exprimer leur potentiel littéralement en fonction du pH. Alors, si j'écris ici, c'est E3 et ici E4, donc E3, c'est E03, comme ça, plus 0,06 divisé par 2 log de H plus au carré, comme ça, le tout divisé par la pression partielle de H2, parce que l'activité d'un gaz, c'est la pression divisée par P0. De la même manière, E4 égale à E04 plus 0,06
divisé par 4, log 2, donc ici l'oxydant c'est O2, qui est gazeux, donc c'est PO2, multiplié par H plus à la puissance 4. Ok. Bien, maintenant la pression est prise égale à 1 bar, donc je peux simplifier et les expressions vont devenir simplement E3 égale à 0, donc E03 c'est 0, donc moins 0,06 pH, comme ça. Et E4 va s'écrire E04 qui est 1,23, donc pour l'eau, moins 0, alors ça va donner 0,06 pH. Voilà. Donc pour des pressions qui sont égales à 1 bar, je peux établir des formes assez simples des deux frontières concernant le couple, les deux couples oxyrèdes de l'eau. Voilà. Ces deux expressions donnent deux fonctions affines de même pente. Ça veut dire que ce sont deux droites parallèles. Ok. On passe maintenant à la question. Alors, quelle question? La question 6, c'est la dernière. Donc, sixième question. Les couples de l'eau présentent sur électrode de platine un surpotentiel anodique de 0,5 volts et un surpotentiel cathodique de moins 0,1 volts. Complétez le tracé de la figure 1 en y indiquant les murs du solvant. Ok. Maintenant, je reviens à ce graphe-là et je prends une couleur différente. Donc, lorsque je prends ce graphe, on a ici le E0, donc c'est 1,23. Donc, à partir de ce graphe-là, je continue. Lorsque je continue, donc j'ai le potentiel d'équilibre, c'est 1,23, auquel j'ajoute la surtension. Mais il faut d'abord écrire cette valeur-là. Donc, pour pH égale 4, je remplace 1,23 moins 0,06 fois 4. Ça va donner 1,23 moins 0,06 fois 4. C'est-à-dire 1,23 moins 0,24. Et donc, je vais obtenir, alors c'est combien? C'est donc 1,23. 23 moins 24, c'est moins 0,01. Ça va donner 0,99 plutôt. C'est 0,99. C'est à peu près 1. Donc, c'est le potentiel d'équilibre. Donc, je reviens ici à la courbe et je vais voir ici où se trouve la valeur 1. Donc, la valeur 1,5, c'est ici. Et donc, la valeur 1, c'est ici. Donc, j'ajoute la surtension. Ça me donne 0,5, c'est-à-dire ici. Ça veut dire qu'en ce point-là commence la deuxième courbe. Donc, la deuxième courbe, celle de l'eau, correspond ici, à ce point-là. Et donc, je vais obtenir quelque chose comme ça. Elle monte, le courant monte, etc. Et j'obtiens ici, c'est comme un mur, comme ça. C'est le mur du solvant. Donc, ici intervient le solvant, c'est-à-dire, ici, H2O se transforme en O2, gaz. De la même manière, je continue ici. Donc, si je poursuis, la surtension, c'est moins 0,1, la surtension cathodique. Donc, je vais descendre parce que le potentiel standard, c'est 0. Et donc, je passe à moins 0,1. Et je baisse ici jusqu'à rencontrer ce segment de droite. Et lorsque j'arrive ici, la courbe commence à augmenter en valeur absolue. Et donc, j'obtiens un deuxième mur du solvant ici. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que du moment où on augmente considérablement le potentiel, il y a intervention du solvant, c'est-à-dire ici intervient H+, et donc j'obtiens la somme des deux courbes. Une courbe qui est ça, et une courbe qui est la courbe correspondant à la réduction de H+. Donc la somme des deux va donner un segment comme ça, et donc cette partie-là. Voilà, donc toute réaction observable en solution aqueuse se fait telle que le potentiel d'oxydoréduction se situe dans cet intervalle-là.
Cet intervalle, c'est ce que nous appelons le domaine d'électroactivité de l'eau. Cet intervalle-là, c'est le domaine d'électroactivité de l'eau. Sa largeur, c'est à peu près 2. Donc, c'est à peu près 2 volts. Voilà. Donc, la largeur de cet intervalle, c'est à peu près 2 volts. C'est là où on peut observer les réactions d'oxydoréduction. Bien, ici, je fais seulement une indication, c'est que l'oxydation des ions sulfate se fait ici. C'est-à-dire, si je trace la courbe d'oxydation des ions sulfate, j'obtiens quelque chose comme ça. SO4 de moins, ici S2O8 de moins. Ça veut dire que cette courbe-là se trouve à l'extérieur du domaine d'électroactivité de l'eau. C'est pourquoi je ne peux jamais observer la transformation de SO4 de moins en S2O8 de moins en solution aqueuse. C'est pourquoi on dit que SO4 de moins est un ion inactif ou inerte. On dit aussi ion spectateur. Voilà. Donc je pense qu'avec cet exemple, vous avez maintenant saisi l'utilité des courbes intensité-potentiel. C'est que même si une réaction est thermodynamiquement possible, elle peut ne pas se faire du fait que la lenteur de la réaction. Maintenant, on a un système qui est lent. Pourquoi? Parce que l'intersection de la courbe intensité-potentiel avec l'axe des abscisses n'est pas un point, mais plutôt un segment. Vu que l'intersection est un segment, cela signifie que j'ai un système lent. Alors, quand est-ce qu'un système est rapide? C'est lorsque vous avez quelque chose comme ça. Donc, vous avez quelque chose comme ça. C'est-à-dire que l'intersection se fait en un point. Si l'intersection est un point, ça veut dire que le système est rapide. Voilà. Je vous remercie et bonne chance.